Du coup, merci de vous être déplacé. Il y a aussi pas mal de gens à distance. Moi, j'ai les petites questions des gens à distance, donc on va commencer par le débat. Et n'hésitez pas si vous avez des questions pour Guillaume et pour Quentin à la fin de cette conférence. Sur vos tickets, normalement, enfin sur vos passes, vous avez toutes les conférences que vous aurez dans la journée. Donc n'hésitez pas à vous y référer pour trouver les bonnes salles et puis les bonnes personnes à rencontrer. Donc, comment commencer cette journée sans parler du sujet dont tout le monde a envie de répondre, ce fameux sujet, comment réussir aujourd'hui à être rentable en faisant de l'acquisition payante. On est beaucoup tombé sur Facebook, Meta au sens large ces derniers temps, suite à soi-disant des augmentations du coût d'acquisition, suite à un manque de rentabilité, etc. On va se poser la question, est-ce que c'est de la faute de Meta? Est-ce que c'est de la faute à d'autres acteurs? Est-ce que c'est de votre faute parce que vous sauriez moins utiliser l'outil? C'est possible aussi. Il faut savoir se remettre en question. C'est des sujets qu'on a toujours envie de le mettre sur le dos des autres, mais finalement, il y a pas mal de questions à se poser. Et du coup, pour répondre à toutes ces questions, déjà, on a la chance d'avoir Guillaume de chez Meta. Merci d'avoir accepté de répondre à ces questions. C'est assez rare, on vous entend assez peu sur ces sujets-là, donc c'est cool. Et puis, du coup, on a Quentin des Mini-Mondes qui a mené une révolte contre Facebook. Enfin, je dis ça pour rire, mais depuis en gros janvier, il a écrit quelques articles, quelques posts LinkedIn sur comment peut-on est-ce qu'on doit se passer de Facebook dans son mix marketing? Comment on peut s'en passer si on peut le faire? Et donc, c'est des articles que je vous incite à aller lire parce qu'ils sont hyper intéressants. Et s'il est là aujourd'hui aussi, c'est justement parce qu'il y avait une réflexion aussi intelligente derrière tout ça. C'était pas juste de dire arrêtez Facebook, ça n'a aucun sens, etc. Il y a une vraie réflexion et puis il y a aussi une temporalité parce que du coup, il y a plusieurs articles sur ces 9-10 derniers mois. Donc c'est assez intéressant à aller lire pour voir finalement ce qui se passe quand on est patron d'une jeune DNVB depuis quelques mois qui a beaucoup investi sur Facebook et qui est obligé de se réinventer un petit peu aujourd'hui. Du coup, Quentin, on va commencer tout de suite en mettant les pieds dans le plat. Pourquoi avoir lancé cette petite série d'articles et de posts depuis le mois de janvier? Bonjour à tous déjà. Nous, les Mini-Mondes, effectivement, on est une jeune boîte, on existe depuis 3 ans. On essaie de faire découvrir le monde aux enfants. Alors, on a créé des petits héros et ces héros, ils font découvrir le monde aux enfants avec des jouets en plastique recyclé, des magazines, des jeux de société. On a créé tout un univers pour les enfants. Et c'est vrai qu'historiquement, on a un modèle qui est très DNVB. C'est-à-dire que on mettait 80-90% de nos dépenses marketing chez Meta. Et puis, les familles s'abonnaient à nos magazines. Et puis, une fois que les parents étaient abonnés, on leur disait on fait aussi des jouets, on fait des jeux de société, etc. C'est un modèle qui a super bien fonctionné les 2 premières années. Disons, on est passé de 0 à 20 dans la team, on est passé de 0 à 30 000 abonnés au magazine, donc il y a vraiment une forte croissance. Et c'est vrai que l'année 3 était une année un peu plus poussive. Et je pense que c'est les sujets qu'on va aborder. Il y avait 2 réflexions. Il y avait une réflexion, une qui était de dire, en réalité, nos performances sont de moins en moins bonnes sur Meta en acquisition. Et donc, il y avait un enjeu de se réinventer. Ça, c'était l'enjeu côté performance. Et puis, il y avait aussi un raisonnement un peu plus éthique de notre côté, de se dire, en réalité, on essaye de créer des boîtes à impact. On essaye de créer des jouets en plastique recyclé, made in France. On essaie de pousser le curseur sur la culture RH. On essaie d'aller super loin. Mais est-ce que du coup j'ai le même impact quand, in fine, je dépense des sommes aussi significatives en marketing sur Meta? Et donc la réflexion a été pour nous de se dire, ok, comment finalement je passe d'un 80-90% Meta dépendant à une répartition beaucoup plus homogène, plus 50-50, et dans lequel je peux remettre à la fois de la créativité dans mon marketing et remettre de l'impact. Et c'était ça, nous, qui nous a animés au début. Et ça a été le début d'une réflexion qui dure maintenant depuis quasiment 1 an. Guillaume, quand tu entends ce genre de discours, j'imagine que ça remonte aussi aux oreilles de toi et des autres de chez Meta. Comment vous réagissez? Est-ce que vous en avez peur? Vous le voyez comme une menace? Est-ce que c'est trop marginal parce que finalement, c'est des comptes qui dépensent assez peu? C'est quoi votre réaction face à cette petite fronde? Oui, alors déjà ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, Meta, c'est des plateformes qui, au même titre que
comment dire, qu'on a aujourd'hui 3,7 milliards d'utilisateurs dans le monde. Donc on a des jeunes, des personnes moins jeunes, des hommes, des femmes, des gens en France, des gens dans des pays moins développés ou autres. Il y a la même pluralité de profils dans les entreprises et dans les business. On travaille avec Amazon, on travaille avec Walmart, avec Carrefour, avec Danone, et on travaille également avec tout le tissu, et pas uniquement français, mondial, de TPE, PME. Et une des beautés aussi du modèle, c'est de se dire qu'on a, en tout cas sur la partie à la fois, ce qu'on appelle organique, c'est-à-dire que n'importe quelle marque ou entreprise aujourd'hui peut créer sa présence sur Facebook et Instagram. D'ailleurs, il y a 200 millions d'entreprises dans le monde sur Facebook et Instagram. Il y en a 11 millions qui sont des annonceurs publicitaires. Ce qui veut dire qu'une très grande majorité des entreprises dans le monde utilisent Facebook et Instagram uniquement de manière gratuite. Et ça, c'est toute la beauté du modèle, et c'est aussi pour ça que c'est aussi plébiscité par les TPE, PME, c'est que c'est un des premiers canaux de communication qu'on utilise, parce qu'il est simple, que souvent on le connaît d'un point de vue personnel, parce que le fondateur ou autre a lui-même un compte Facebook ou Instagram, et qu'on peut commencer au début, sans même dépenser 1 euro, à développer une présence. Et d'ailleurs, les mini-mondes, je pense, est bien placé pour le savoir, sur tous les sujets de développer des communautés, des groupes, sûrement vous autour des parents, autour du voyage, etc. Donc ça, c'est important de garder en tête qu'aujourd'hui, une très grande majorité des entreprises utilisent Facebook de manière gratuite. Ensuite, évidemment, il y a ces 11 millions d'annonceurs qui vont de Amazon, Walmart, Carrefour, Ikea aux entreprises de taille moyenne et aux plus petites entreprises. Et ce qu'il faut bien aussi avoir en tête, c'est qu'il y a un modèle derrière, on va dire, assez égalitaire, vu que la plateforme est la même pour tout le monde. C'est-à-dire que les équipes de Quentin, elles ont les mêmes outils que les équipes d'Amazon. Il y a peut-être moins de monde derrière qui bosse dessus, mais en tout cas, ce sont les mêmes outils self-service. D'ailleurs, c'est la même chose chez Google ou autre. Donc les règles du jeu, elles sont à peu près les mêmes pour tout le monde. Ensuite, quand j'entends que lorsque des boîtes se développent et grossissent, et qu'elles se sont historiquement développées sur un modèle 100% quasiment lié à Facebook en termes d'acquisition et de croissance, et qu'à un certain moment, on réfléchisse à d'autres leviers, j'ai envie de dire heureusement. Heureusement. Et encore une fois, la beauté du modèle, c'est de se dire, on peut, j'imagine, si tu regardes les premiers budgets Facebook que tu as mis à l'époque dessus, ça devait être des budgets journaliers à 10 euros, et puis on a scalé à 50 euros, à 100 euros, à 1000 euros, etc. Et au bout d'un moment, lorsqu'on commence à faire du chiffre d'affaires, à lever des fonds, et ben on réfléchit à comment diversifier son modèle, parce que la dépendance n'est jamais bonne, qu'on soit dépendant à Facebook, qu'on soit dépendant à Google, qu'on soit dépendant à d'autres canaux de communication. C'est pas bon. Donc en fait, nous, on vit globalement, on a une part de marché dans l'écosystème publicitaire global. Évidemment que c'est notre rôle, et moi en particulier, de développer cette part de marché. Mais l'ultra-dépendance ou autre, c'est absolument pas un objectif. Et quand on voit des boîtes se développer. Et en plus, il y a un système vertueux, c'est-à-dire que moi, plus la boîte elle se développe à la limite en changeant ou en faisant évoluer son mix marketing, si derrière la boîte se développe, les budgets marketing globaux augmentent également, au final, les budgets globaux sur Meta continuent à croître également. Et justement, est-ce que tu as des chiffres un petit peu à nous donner sur l'augmentation ces derniers mois, ces dernières années du CPC, et potentiellement aussi sur la chute de rentabilité des commerçants? Est-ce que vous, de votre côté, vous avez remarqué une vraie chute de rentabilité? Alors là, on rentre dans les sujets un peu plus complexes. Mais en fait, c'est le but d'aujourd'hui. Ouais. Et d'ailleurs, il y a des nouvelles toutes fraîches, vu qu'on avait nos earnings hier soir, et que typiquement, au niveau mondial, on vient d'annoncer, alors on ne communique pas sur les CPC, mais en tout cas sur les CPM. Donc les CPM, c'est vraiment le prix de l'impression, comme le prix d'un spot publicitaire ou le prix d'un 4x3 de co dehors, a baissé ce quarter de 18%. Donc ces CPM, ils sont annoncés c'est au niveau mondial, ils sont annoncés chaque trimestre par notre CFO lors des earnings. Et c'est vrai qu'ils peuvent fluctuer beaucoup, et surtout ces 2-3 dernières années, parce qu'il y a eu des périodes de Covid où tout le monde s'est retrouvé en ligne, et puis les magasins ont fermé, les budgets marketing ont beaucoup évolué aussi. Et là, après avoir eu une forte croissance l'année dernière, depuis Q1, on est sur une baisse constante des CPM.
Pour autant, le CPM n'est pas une finalité en soi. Ça peut coûter 10 fois moins cher de faire de la publicité sur Facebook. Si c'est pas plus rentable ou moins rentable, ça nous fait entre guillemets une belle jambe. Et à l'inverse, moi j'ai souvent ces conversations, notamment lorsqu'on arrive en fin d'année sur Q4 avec les périodes de Black Friday, de Noël ou autre, de se dire les CPM augmentent, and so what? Si le CPM fait x3 mais que ton taux de conversion fait x4, en fait tu t'y retrouves. Et inversement, quand les CPM sont super bas entre le 26 décembre et le 1er janvier, tout le monde dit il ne faut pas faire de la pub à ce moment-là. Enfin, bon. Donc ce qui se passe, c'est que globalement, il y a un écosystème global, et c'est pas Meta, c'est vraiment l'écosystème et l'industrie de la publicité en ligne qui évolue. Tout d'abord parce que le consommateur et l'utilisateur, donc nous tous, nos attentes évoluent, et notamment en matière de data privacy et de consentement autour des données que les utilisateurs sont prêts à partager en ligne. On le voit avec le développement des ad-blockers ou autres. Alors, les ad-blockers n'existent pas sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, sur tout l'écosystème Internet, oui. Il y a une régulation qui change, qui évolue. Ça fait RGPD, ça fait un peu plus de 4 ans que c'est en place. Vous avez tous sûrement travaillé sur vos stratégies de récupération du consentement sur vos sites, etc. Et on a également un écosystème un peu presque industriel qui évolue avec les navigateurs Internet, donc Safari, Firefox, qui s'affranchissent progressivement. Pour ces deux-là, c'est déjà le cas. Et Chrome a annoncé, normalement ça devait être pour début 2023, ça a été repoussé à 2024, la fin et la disparition des cookies tiers. Et les cookies tiers, ça fait 20 ans que l'industrie de la publicité digitale se base sur cette technologie pour faire de la publicité personnalisée et donc efficace. Donc ça, c'est l'écosystème. Les gens font plus attention à ce qu'ils partagent, même si globalement, ils plébiscitent la publicité personnalisée, parce que la publicité personnalisée, on aime ou on n'aime pas ça, mais ça a une vertu, c'est que ça permet d'avoir une quasi-gratuité de l'entièreté de l'écosystème. Facebook, c'est gratuit, WhatsApp, c'est gratuit, Instagram, c'est gratuit. La régulation, j'en ai parlé, et l'écosystème avec la fin des cookies tiers. Et donc nous, évidemment, qu'on travaille, on n'est pas les seuls sur des solutions pour garder un niveau de performance le plus fort possible sur nos plateformes. Pour préparer la disparition des cookies tiers, on a mis en place des solutions qui sont des solutions en fait, de connexion de serveur to serveur. Ce qu'on appelle chez nous le Conversion API, mais en gros, c'est de se dire on ne passe plus par la technologie du cookie, mais c'est directement les serveurs des entreprises et des marques qui vont venir matcher avec les serveurs Meta pour remonter au final les mêmes types d'informations que ce que le pixel pouvait connecter, donc le cookie, mais de manière encore plus qualitative, parce qu'en fait, avec la technologie du pixel, ça avait aussi certaines limites, il pouvait y avoir des problèmes de tracking, etc. Et le pixel ne captait pas tout, alors que les informations qui sont dans les serveurs des entreprises peuvent être plus exhaustives. Je prends souvent par exemple l'exemple, c'est un exemple qui ne va peut-être pas vous parler ici, mais en tant que consommateur, si, par exemple dans l'assurance ou dans l'automobile, il y a beaucoup ce qu'on appelle de signaux, donc de données qui sont très très bas de funnel. C'est-à-dire que par exemple, lorsque une compagnie d'assurance va faire une pub pour Facebook, ce qu'on va capter, c'est le lead pour se faire rappeler par un agent d'assurance qui ensuite va nous parler d'une assurance habitation et d'une assurance auto. Le pixel, aujourd'hui, il arrêtait, entre guillemets, de remonter l'information à ce niveau-là. C'est-à-dire, j'ai un lead pour Groupama ou je ne sais pas qui, ou pour AXA, sur une donnée d'intérêt de Guillaume ou Quentin qui veut potentiellement revoir son assurance habitation. Là, en passant via une technologie de serveur to serveur, ça permet d'avoir potentiellement si ce lead s'est converti ou pas. Donc ce qu'on voit, c'est que cette technologie de serveur to serveur, elle permet de remonter, nous on a fait une étude là il n'y a pas longtemps au niveau France, 19% de volume de données en plus, notamment sur les volumes de données d'achat. Donc ça permet de manière à la fois défensive mais aussi offensive de contrer cette disparition progressive des cookies tiers.
Et ensuite, parce que j'ai l'impression que je monopolise un peu la parole, on a aussi, et là on est en plein dedans, et les premiers tests qu'on fait sont ultra prometteurs. On a aussi, enfin pas changé, mais adapté tout notre modèle algorithmique, où en gros on se dit aujourd'hui il faut faire potentiellement mieux ou aussi bien qu'avant avec moins de données. Et donc, on a développé des solutions. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y en a notamment une qui s'appelle Advantage Shopping Plus. Pour ceux qui font aussi du Google, c'est un peu comme Google Performance Max. C'est de se dire, aujourd'hui, comme il y a globalement un écosystème avec moins de données, il faut laisser, là où il y a quelques années, c'était aux humains, on va dire, donc aux équipes de Quentin, aux agences spécialisées, etc., d'aller faire de l'ultra-segmentation, de l'A/B testing, savoir si c'était plutôt les gens entre 20 et 25 ans qui étaient plus appétents sur mon produit ou les 25-30 avec des intérêts pour ainsi ça. Là, aujourd'hui, on se dit, en fait, on va quasiment oublier les notions de ciblage. On va oublier les notions de placement et de plateforme, c'est-à-dire qu'est-ce qui fonctionne le mieux entre Facebook, le fil d'actualité ou entre les stories Instagram. Est-ce qu'il faut que je fasse de la vidéo ou simplement que je pousse mon catalogue produit? Je simplifie un petit peu, mais en gros, on dit ça, on s'en affranchit. On dit on cible toute la France, on met toutes les plateformes et tous les placements publicitaires de l'écosystème Meta, on met toutes les créatives qu'on a chez nous, on laisse tourner l'algorithme et c'est lui qui va définir que Quentin, en fait, il préfère les contenus vidéo sur Facebook, que moi, c'est le statique sur Instagram, etc., etc. Et ça, les premiers retours qu'on a sur cette solution sont ultra encourageants. On l'a testé notamment sur les annonceurs retail et e-commerce en France, et c'est très récent sur le mois d'août et septembre. Et on voit des baisses de CPA en moyenne de 17% et des améliorations du ROAS. Donc le ROS, c'est le fameux Return on Ad Spend, donc ROI, de plus 32%. Et donc ça se déploie progressivement. Moi, sur les grands comptes que j'accompagne, quasiment la totalité sont en train de le tester aujourd'hui. Et ça pourrait tenir à terme, devenir la norme sur la partie vraiment bas de funnel. Donc c'est ce qui concerne vraiment les stratégies d'acquisition et de performance bas de funnel chez nous. Je te repose une question qu'on essaie de faire un peu plus courte en réponse. J'ai déjà tout dit, donc là je suis à sec. Là. non, je plaisante. Justement, c'est aussi de se dire, est-ce que de votre côté, vous arrivez à mesurer si les qualités des ads ont diminué ou si les clients commencent à saturer aussi, de voir beaucoup d'ads. En France, on est un pays quand même très développé sur l'écosystème Meta. Peut-être que aussi les clients commencent à se dire j'arrive à filtrer indirectement les ads comme on arrive à les faire sur les sites d'information où on sait à peu près où se trouvent les banners, etc. et où on les regarde plus. Est-ce que vous avez remarqué comme ça soit une différence de qualité des annonceurs, soit une lassitude des clients? Non, alors nous, évidemment, qu'une des priorités, c'est de garder la meilleure expérience possible sur les plateformes. Et donc, on doit en permanence jouer sur le bon mix entre le contenu organique, ce qu'on va voir de nos amis et familles, de ce qu'on va voir des personnalités qu'on peut suivre et du contenu publicitaire qui arrive. Le jour où on envoie trop de pubs, les gens vont penser que l'expérience sur Instagram ou Facebook est plus bonne, ils vont partir et c'est pas du tout vertueux pour nous. Ce qu'on a mis en place depuis un certain temps déjà, et ça je pense que c'est un sujet dont Quentin pourra aussi parler, c'est la qualité créative est ultra importante dans la performance des publicités pour deux raisons. Déjà, moi, quand je vois une belle créa, elle va plus avoir tendance à me donner envie d'acheter ou de considérer la marque. Mais nous-mêmes, en fait, l'algorithme publicitaire fait un ranking de la qualité des créas. Et ce n'est pas des gens qui disent tiens, cette créa, elle est bien ou elle n'est pas bien. C'est en fonction de comment réagit l'audience. Est-ce que si c'est une vidéo, les gens regardent ma vidéo? Est-ce que s'il y a un call to action de clic, ils cliquent, etc. Et plus... En fait, on s'aperçoit. Ça prend en compte également, est-ce que les gens disent je ne veux plus voir de publicité de telle ou telle marque? Et entre guillemets, si la publicité est considérée comme qualitative, l'algorithme, et donc qu'elle a 10 sur 10 en note, l'algorithme va avoir tendance à la surpousser
et donc à faire baisser les CPM, et au même budget, vous allez avoir beaucoup plus de performance et de publicité délivrée. Là où à l'inversement, si la créa n'est pas bonne, et aussi souvent si l'audience n'est pas bonne, parce que la créa peut être bonne, mais je ne sais pas, demain je pousse des produits pour enfants à des personnes qui n'ont pas d'enfants ou autres. Globalement, ça va les saouler, et même si c'est une magnifique vidéo des mini-mondes, mais que c'est poussé sur une audience qui n'est pas du tout appétente à ça, ça va être 1 sur 10 en termes de ranking, et on ne va pas empêcher la publicité de délivrer, mais ça va être très cher et donc pas performant, etc. Donc il y a quand même ça, un espèce de cercle vertueux. Plus la publicité est attractive et intéressante pour les gens, plus d'un point de vue algorithmique, elle va tendance à être poussée. Et justement, toi, Quentin, d'un point de vue plus personnel, et du coup pour les mini-mondes, est-ce que tu remarques que c'est quoi? C'est baisse d'attractivité de ta marque? Je ne te le souhaite pas. Problème de conversion sur ton site, parce que Facebook, le ROI, s'il est calculé, si tu arrives à convertir sur ton site, si ton site est mal optimisé, bah, c'est compliqué. Ou est-ce que c'est justement juste une augmentation de coûts qui fait que tu n'arrives plus à un équilibre que tu avais avant? Je pense que la réponse, c'est un peu tout ça. Nous, ce qu'on a vu, c'est que notre CAC qui était à 10 l'année 1, et ben d'un coup, il commence à faire x2, on se dit oula, et puis à un moment, il commence à faire x4, on se dit oula, là, ça va plus du tout, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il y a une réalité, c'est que d'un côté, on est devenu beaucoup moins bon. Je pense que ça fonctionnait tellement bien qu'on est rentré dans une lecture vraiment de l'algorithme, à se dire oui, j'affine mon audience, etc. Et en fait, on s'intéressait plus à l'histoire qu'on racontait, le contenu qu'on créait, à quel point on allait percuter. Enfin, voilà, on devenait un petit peu chiant en réalité. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on a vraiment senti. Donc, ce travail un peu d'introspection nous a permis de se dire comment on apporte de la valeur, comment on remet du fun dans tout ça, comment on recrée de la vidéo, comment on prend la parole. Donc, je pense qu'il y a une partie de la réponse qui était de dire on est sûrement devenu moins bon. Après, je pense que ce n'était pas toute la réponse. Nous, des exemples très concrets, à un moment, quand on s'est dit ok, comment demain on peut se réinventer, et je rejoins complètement ce que tu disais au début, dans tous les cas, c'était pas sain d'être métadépendant. Au-delà de la dimension éthique, dans tous les cas, effectivement, on ne peut pas être dépendant d'un seul levier d'acquisition. Donc on a commencé à multiplier les leviers, et là on est forcément passé sur du Google, on a testé du Snapchat, enfin on a fait tout ce que vous connaissez très bien, du SEO, du blog, etc. On a aussi essayé de faire des projets qui étaient un peu plus farfelus, qui nous permettaient aussi de remettre de la créativité, de remettre du ludique, du divertissement dans tout ça. 2 exemples concrets. En début d'année, on a lancé une opération qui s'appelait les clés du van. Le principe était très con, c'était de se dire on prend une enveloppe qui était dédiée à Meta, en fait on la met de côté, on prend un van, on le custom complètement aux couleurs des mini-mondes et on le met à dispo gratuit des familles qui sont nos clients. Pendant 4 mois, on prend les clés, on peut partir 3-4 jours avec ses enfants faire le tour de France. Ça, c'est un exemple qui est très concret, c'est une dépense qu'on n'a pas mis sur Meta, qu'on a mis pour une opération de com. La réalité, c'est que c'est beaucoup moins héroïste, court terme. J'aurais eu plus de clients si j'avais dépensé sur Meta. Par contre, ça m'a permis de comprendre 2 choses. Ça m'a permis de comprendre que je peux remettre de la créativité dans ce que je fais et qu'en fait, ça mobilise la communauté, que je transforme ma communauté en super ambassadeur. Et donc, je peux aussi plus travailler à ma communauté parfois que de penser toujours à aller chercher des nouveaux clients. Ça, c'était un premier apprentissage. Le deuxième, je pense, c'est que j'ai aussi compris que quand on dépense sur Meta, on perd parfois un peu la notion du montant qu'on dépense. C'est-à-dire qu'on ne se rend plus vraiment compte, on met des budgets, on veut le scaler, etc. En réalité, avec ce budget, on peut aussi faire des choses qui sont des vraies actions maintenant marketing qui ont de l'impact. Et en fait, on commence à mettre des budgets significatifs qui nous permettent de faire des belles choses. Et donc ça, c'était un premier apprentissage qui était comment du coup je remets du sens et comment je remets de la considération derrière mon enveloppe marketing. Un deuxième exemple super concret, c'est cet été, on s'est dit pareil, on va prendre une partie de l'enveloppe et au lieu à chaque fois de faire des pubs pour dire venez sur mon site, venez acheter sur mon site, je vais en fait retravailler complètement mon site et je vais passer d'un site e-commerce à une destination web pour les parents. Et de se dire en fait, qu'est-ce qu'ils veulent les parents? Ils veulent des super activités pour occuper leurs enfants. Et donc toutes les activités qu'on avait créées depuis le début de l'histoire des mini-mondes, des musiques, des recettes, des kits d'activités, on les a mis à dispo gratuitement sur notre site. On a créé des entrées pour occuper les parents, pour trouver des lieux cool et kid-friendly. Et en fait, on s'est dit par défaut, au lieu de dire aux gens venez sur notre site, en fait les parents vont venir naturellement sur notre site parce qu'on répond à un pain qui est d'occuper les enfants. Et ça, on se rend compte que maintenant on a des gens qui viennent naturellement sur le site, pas pour acheter, juste pour consommer du contenu gratuitement. Et on se dit, in fine, c'est des gens qui vont acheter. Et là, l'apprentissage pour moi, il est de dire, on est passé d'une vision qui était très court terme avec Facebook, je dépense X, le soir je vais avoir X clients, à une stratégie maintenant qui est beaucoup plus long terme, de création de marque et de création de valeur sur le long terme, qui me dit que peut-être que sur le mois j'ai fait moins de clients, mais qu'en fait ça va dans le sens de l'histoire et que dans les 2, 3, 4 prochaines années, en fait je vais m'y retrouver et c'est comme ça qu'on va imposer les mini-mondes. Donc ça nous a aussi permis là-dessus d'avoir aussi un autre changement de mindset qui est un peu moins au day-to-day, mais sur une vision plus long terme de construction de marque.
Et dans ton premier article, tu disais aujourd'hui, je suis 90% méta et 10% autre chose, que l'objectif de fin d'année, c'était d'être à 50-50. T'en es où? La réalité, c'est que je ne serais pas 50-50. Je serais plutôt entre les deux. Et je pense que la réalité, et c'est pour ça que moi là-dessus, je suis très, très lucide avec le constat. On a besoin de méta pour grandir. Et après tout, ça me va comme ça. Continuons de grandir avec méta, mais apportons plus de valeur sur le contenu et continuons petit à petit à se diversifier, parce que moi je suis dans une recherche permanente. Moi je suis le cofondateur, en même temps je suis un peu le CMO de la boîte, et donc parfois même moi je suis en contradiction avec moi-même, parce que d'un côté j'ai envie d'apporter de la valeur, j'ai envie de construire ma marque sur le long terme, et là c'est plutôt un regard de CMO, et d'un autre côté, côté cofondateur, forcément j'ai besoin de croissance. On est une équipe maintenant de 25 personnes, on a besoin typiquement de réussir Noël, et donc je ne m'interdis pas parfois de remettre plus de budget sur Meta, et finalement de se dire peut-être que cette OP un peu plus de viralité, en fait je vais la faire plus tard, parce qu'en fait sur Noël j'ai besoin de faire de la performance. Donc on n'est pas du tout nous dans une posture de on donne des leçons, on dit qu'il ne faut pas le faire. Par contre, ce qu'on a très bien fait en prenant la parole là-dessus, c'est que ça nous a permis aussi de se fédérer. Et là, il y a peut-être des entrepreneurs, mais entre jeunes marques, pour commencer à faire des choses qui sont parfois très bêtes. En fait, on revient un peu à un marketing du bon sens aussi. Typiquement, on a fait 3-4 opérations croisées avec des marques cette année, où en fait, nous, on parlait à notre base pour dire on a découvert une marque qu'on adore sincèrement. On vous invite à la découvrir, cette marque, si ça vous plaît, c'est trop cool, sinon pas de souci. Et à l'inverse, la marque parlait aussi de nous pour dire on adore les mini-mondes, on vous invite à le découvrir. Ça, c'est un truc qui prend 1 heure, c'est juste un échange avec un entrepreneur qu'on a vraiment adoré et qui nous permet en fait d'un coup de toucher une communauté de 100 000 ou de 150 000 par an. Et donc en fait, je pense aussi qu'en ouvrant ce sujet-là, on n'a pas la recette et on n'a pas la martingale, malheureusement, je n'ai pas la bonne réponse pour vous, mais en tout cas, ça ouvre le champ des possibles et ça permet de se dire mais il y a aussi des choses super simples qu'on peut faire et qui nous permettent de continuer de grandir, mais peut-être parfois plus sainement. J'imagine que d'un point de vue plutôt, cette fois-ci, éditorial de Facebook, voir des marques comme ça qui arrêtent d'être dans le court-termiste avec du coup des créas, des messages qui vont être beaucoup plus long terme, où ils vont essayer de créer des marques beaucoup plus fortes que juste vendre tout de suite, ça doit être aussi un point positif pour l'expérience client des utilisateurs Meta, non? Oui, oui. Enfin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Meta, là, on parle de Meta en tant que solution publicitaire, parce que c'est ce qui représente encore aujourd'hui la très grande majorité de nos revenus. Mais avant tout, Meta, c'est Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger. Et si je me concentre notamment sur Facebook, c'est une destination où notre mission de base, c'est de construire des communautés et de générer ce qu'on appelle des meaningful interactions, donc des interactions qui ont du sens entre les gens. À la base, Facebook, c'est ça. Et il y a de la pub derrière pour payer nos 90 000 employés, nos serveurs et continuer à développer des nouveaux produits, etc. Mais là, le sens même, et quand tu dis faire du sens, la mission première de Facebook, c'est de créer des communautés et de créer des interactions qui ont du sens entre les gens. Et donc toute cette logique de contenu et d'interaction, quand tu dis que ton site qui était 100% marchand est devenu, c'est toujours j'imagine un site marchand mais avec du contenu, de l'expérientiel et autres, nos plateformes peuvent et doivent aussi être utilisés dans ce sens. Et j'imagine que vous avez une communauté assez forte des mini-mondes sur Facebook, que les gens échangent là-dessus, que une partie de ce que vous postez sur votre site, vous le postez également sur votre page, etc. Donc ça, oui, à 2000%, parce qu'encore une fois, la partie publicitaire n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. C'est un moyen pour nous de faire vivre et développer nos plateformes, c'est un moyen pour les entreprises de faire du business et d'accélérer leur business, mais l'utilisateur final de Facebook et d'Instagram, il vient avant tout pour voir du contenu et interagir avec des gens qu'il connaît d'ailleurs ou qui ne connaît pas forcément dans le cadre de communautés, de groupes, mais il se retrouve autour d'un intérêt commun. Et justement, est-ce que cette premiumisation de la publicité dans l'écosystème Meta, est-ce qu'il est là pour filtrer les marques et peut-être se passer, parce qu'on l'a vu aussi, cette premiumisation tue beaucoup les business de dropshipping, d'acheter un produit sur AliExpress et de le revendre, parce que là ça devient beaucoup moins facile parce qu'il n'y a pas cette création de marque. Est-ce qu'il y a aussi cette volonté-là finalement de devenir plus premium et de réserver la place aux marques qui le méritent, parce que finalement aujourd'hui d'un point de vue temps d'attention du client, il augmente plus tant que ça. En France, on n'a plus, tu le disais, des chiffres qui... la croissance du nombre de nouveaux comptes est quand même hyper faible aujourd'hui par rapport à il y a quelques temps. Donc vous allez aussi, vous,
faire face à un problème de temps d'attention et puis de temps d'exposition. Est-ce qu'il y a une vraie stratégie comme ça aussi d'éliminer certains acteurs? C'est absolument pas Meta qui décide ça, encore une fois, c'est les utilisateurs. Nous, on est là, alors en France, il y a quand même quelques lois sur l'alcool, sur le tabac, on ne peut pas vendre d'armes ou autre, etc. Donc ça, on filtre et tout. Sur le reste, tu prenais l'exemple du dropshipping, et j'ai parlé tout à l'heure de la qualité en fait, de la partie créative et du ciblage. Donc en gros, si ma publicité plaît aux utilisateurs, elle va avoir tendance à être bien rankée par notre algorithme et donc à mieux délivrer. On fait aussi dans le e-commerce des sondages derrière sur la qualité de service de certaines marques, et notamment dans les business de dropshipping ou autres, on a pu s'apercevoir pour certains acteurs que derrière, il n'y avait pas grand-chose, ou qu'en tout cas le service client n'était pas là et que les gens étaient déçus par leur expérience. Et nous, on ne veut pas qu'une personne se dise j'ai découvert une marque sur Facebook et derrière c'était n'importe quoi. Donc ça aussi, on peut avoir tendance, l'algorithme, à déprioriser ou autre certaines marques qui ne proposent pas d'expérience qualitative pour les utilisateurs. Tout ça, ça part, mais on ne va pas se dire ah bah tiens, est-ce que cette marque elle est mieux pour nos utilisateurs ou autre. Encore une fois, c'est la façon dont les utilisateurs des plateformes utilisent et interagissent avec ces contenus. Si on voit que c'est bien pour eux, qu'ils aiment ça, qu'ils le partagent, qu'ils le cliquent, qu'ils regardent les vidéos, et que derrière, le service client, quand on sonde une petite partie de la population arrivée en temps, en heure, on quality est bonne, et ben on dit ça c'est un très bon advertiser, et ça pour 99% des boîtes, ça se passe comme ça. Guillaume parlait des communautés, de recréer des communautés. Toi, tu t'es créé vraiment sur une communauté. Justement, je ne veux pas dire que tu l'as un peu oublié au profit de l'acquisition ultra rapide. Est-ce que là, tu vas essayer de repartir justement sur cet aspect plus communautaire, de recréer de l'échange, du partage entre les gens, plutôt que juste être dans de l'acquisition, et donc, indirectement, travailler beaucoup plus ta fidélisation, et donc ta LTV, ta lifetime value, plutôt que juste d'avoir plus de clients? Comment aujourd'hui tu monitores justement la performance de ton marketing? Ouais, clairement, enfin la vision communautaire, enfin peut-être qu'on l'a un peu perdu, malheureusement. En tout cas, j'espère pas trop. C'est clair que nous, on est nés avant même d'exister les mini-mondes. Pour info, ça s'appelait Toygazer. On avait créé une communauté avant même que la marque existe. Justement, on avait réuni 200 ou 300 parents qui nous avaient aidés dans la co-création. Je mettais des annonces sur Le Bon Coin pour dire qui veut parler jouer avec moi, et je voyais des parents et je demandais qu'est-ce que vous aviez acheté. Ah ok, trop cool, pourquoi vos enfants aiment bien ça. Enfin bref, j'étais vraiment dans une étude. Donc en fait, j'avais créé même une communauté avant même d'avoir créé la marque, justement pour créer un produit qui corresponde à ce qu'attendent les parents et les enfants. Donc on avait déjà dès le début cette vision communautaire. Et encore maintenant, tous les 15 jours ou 3 semaines, je fais des ateliers en visio avec 5-6 parents de la communauté quand on a une idée de nouveau produit, pour comprendre à quel point ce produit plaît. Tous les mercredis, il y a aussi des parents qui passent au bureau pour tester des produits, pour venir avec leurs enfants. Donc en fait, cette notion communautaire, je pense qu'on l'a toujours dans notre ADN. On utilise aussi d'ailleurs typiquement Facebook. On a créé un groupe de parents pour se partager des bons plans d'activités à faire chez soi, à l'extérieur ou pas loin de chez soi. Et ça, typiquement, pareil, c'est un usage de Facebook. Et on le disait, il y a à quel point on peut bien utiliser aussi Facebook. Et ça, typiquement, c'est quelque chose qui fonctionne bien. On a réuni, je sais plus, 5 ou 10 000 parents sur un groupe Facebook où les parents se disent tiens, je vais dans le Finistère ce week-end, est-ce que les parents, vous avez des... Ça, typiquement, c'est un usage pour nous de la plateforme qui nous plaît beaucoup, parce qu'on réunit les parents et on parle de sujets liés aux activités. Et donc en tout cas, cette vision communautaire, c'est clair qu'elle est clé chez nous. Ce travail de plus insister et plus investir entre guillemets sur la communauté et moins sur l'acquisition, ça c'est vraiment une réalité. C'est quelque chose qu'on fait, et je pense que ça c'est quelque chose qui marche vraiment très bien, de retravailler sur des mécaniques même aussi très classiques de parrainage, de bouche à oreille. Après il y a des mécaniques qui ont aussi raté. Un exemple sur cette dimension communautaire, on avait essayé de faire des kits créa un peu pour dire aux parents ah bah si vous nous adorez, vous pouvez poster une story clé en main pour dire bah je connais les mini-mondes, c'est trop bien. Bon bah ça par exemple, on a voulu insister sur la communauté, ça a été vraiment un flop. Dans cette logique d'avoir testé aussi plein de leviers, parce qu'on se parle de 3-4 exemples, mais on a dû en tester 30-40. La réalité, c'est qu'il y en a 20 qu'on a dû arrêter très vite parce que ça n'a pas pris. Mais la réalité, c'est que c'est pas bien grave, on est des jeunes marques et on a la chance de pouvoir rater sans que ça pose trop de problèmes. Par contre, à l'inverse, parfois, on fait des tests. Par exemple, on a voulu faire des partenariats avec des marques
Et en fait, très rapidement, on a commencé à faire plein de carnets avec des marques, Petit Bateau, Aigle, Pokawa, etc. Et là, on s'est dit, OK, là, il y a quelque chose de génial. Et donc là, typiquement, pareil, on prend une partie de l'enveloppe du marketing digital et on recrute une personne dédiée au partenariat. Donc il y a aussi un peu cet enjeu d'être vraiment très test and learn et de se dire, OK, parfois, je peux tester 20 choses, il y en a 20 qui flopent, pas grave. Par contre, il y en a une qu'on identifie avec un potentiel parce que l'enjeu, c'est quand même de pouvoir scaler aussi les leviers. Et là, par contre, on investit, on met des ressources, on recrute et on monte une team et on va plus loin. J'ai un peu dérapé parce que c'était pas du tout la question de départ, mais en tout cas, voilà. On a apprécié la réponse. Guillaume, si tu avais un ou deux conseils, justement, ou trois, à donner aux marques là, qui t'écoutent pour leur dire justement peut-être changement de paradigme, de passer du court-termiste dont Facebook nous a trop habitués à une vision plus long terme, ça serait quoi tes bons conseils justement pour utiliser la plateforme? Alors, si je dois couper ça en trois. Non, la première, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, c'est de se dire on peut avoir les meilleures idées du monde, les meilleurs créas, les meilleurs produits ou autres. Il y a quand même une certaine base. En fait, on est dans un écosystème qui s'appuie sur des choses un petit peu techniques. Hein. C'est du digital, donc il y a un peu de data, il y a un petit peu de tech et tout ça. Donc, et ça, j'appellerais ça des fondamentaux. C'est pas ça qui va faire la différence. Mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez être les meilleurs à côté. En gros, ça marchera pas très bien. C'est vraiment la partie technique. J'en parlais tout à l'heure. Développer les intégrations serveur to serveur, donc conversion API, ça a l'air d'être un truc énorme. Et moi, il y a certains de mes gros annonceurs, parce que moi je m'occupe des grands comptes retail qui le font en direct, mais vous avez des connecteurs Shopify, PrestaShop, vous pouvez le faire avec GTM, avec Commanders Act, il y a plein de partenaires aujourd'hui qui permettent de développer ça en quelques heures. Donc c'est en gros d'avoir les bons tuyaux et les bons signaux, parce que pour faire de la publicité personnalisée efficace, il faut avant tout avoir les bons signaux et la bonne tech. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, pareil, je vais me redire un tout petit peu, mais promis, le troisième point, c'est assez nouveau. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est laisser, et ça, c'est plutôt une bonne chose pour vous, pour vos équipes, pour les agences ou autres qui travaillent là-dessus, laissez vraiment de plus en plus l'algorithme faire. Aujourd'hui, nous, on a fait 10 000 tests avant de lancer ces solutions-là. Les algorithmes fonctionnent aujourd'hui mieux que n'importe quel être humain, aussi brillant soit-il, pour aller trouver la bonne audience, le bon produit, sur la bonne plateforme, au bon moment. Surtout si vous avez un catalogue produit de milliers, dizaines de milliers ou de millions de produits et que vous ciblez des millions de personnes. Donc cette logique, vraiment, nous, ce qu'on appelle le concept de liquidité aujourd'hui, arrêtez, normalement je pense que c'est quand même, on le rabâche depuis un certain temps, les agences aussi, arrêtez l'ultra-segmentation, etc. Faites des campagnes beaucoup plus larges et laissez l'algorithme trouver les bons clients. Et tout ça, en fait, une fois qu'on a le bon stack technique et les bonnes pratiques, on va dire, en termes d'achat média, et ben, ça doit laisser un maximum de temps pour tout ce que Quentin disait avant, en fait, toute la réflexion marketing qu'il y a autour. Parce qu'en fait, ça, c'est juste des moyens, ce que je viens de donner. Le fond du fond, c'est de se dire qui sont mes clients, qu'est-ce que je veux leur donner, et c'est quoi ma proposition de valeur, quel créa je veux faire, est-ce que je veux travailler avec, tu parlais tout à l'heure de contenus viraux ou autres, est-ce que je veux travailler avec des leaders d'opinion, des influenceurs ou autres, est-ce que je veux faire, j'en sais rien. Donc ça doit permettre de passer beaucoup plus de temps en amont, stratégie marketing, stratégie créative, et en aval pour analyser et comprendre la performance. Parce qu'aujourd'hui, c'est assez simple de lire la performance lorsqu'on n'a qu'un canal d'acquisition. Quand Quentin il investissait que sur Facebook, c'était à peu près assez simple. Il savait à la fin de l'année que sur ses 100 ventes, à la fin de la journée, que sur ses 100 ventes, il y en avait 90 qui venaient de Facebook et puis 10 via son outil d'analytics qui venaient naturellement par du bouche à oreille ou autre. Quand on commence à faire plein de canaux d'acquisition différents, on rentre dans des logiques d'attribution ou de compréhension vraiment de la performance de chaque plateforme. L'attribution est un moyen parmi d'autres, c'est un moyen pratique mais assez imparfait de mesurer la performance. Il y a plein d'autres manières de le faire, notamment sur des A/B testing, des notions d'incrémentalité et tout ça. Et moi, honnêtement, aujourd'hui, quasiment 50% du temps de mes équipes avec les gros annonceurs, donc avec des Carrefour, des Leclerc, des Decathlon ou autres, on passe énormément de temps
Le stack technique, ok, il est là, il y a des choses à faire et tout. Bosser sur les bonnes pratiques d'achat média. Normalement, ils sont en général bien équipés et bien conseillés, et puis ils écoutent quand même ce qu'on leur recommande de faire. Mais donc, on passe beaucoup de temps justement sur cet aval, de comprendre l'impact et la performance des publicités sur Facebook ou autres. Et entre guillemets, c'est encore plus complexe. Alors qu'on est en une DNVB, en général, on est à quasi 100% e-commerce, donc c'est à peu près simple. Enfin, c'est pas simple. En tout cas, les ventes se passent à un endroit. Lorsqu'on est un marchand omnicanal, avec des ventes en ligne, des ventes en magasin, une app, etc., reconstituer des ROI omnicanaux et arriver à comprendre ce qui est du SEO, de l'organique, du search, des réseaux sociaux, etc., c'est là que toute la complexité réside, mais c'est ça qui est aussi ultra, ultra intéressant. J'ai envie de finir cette conférence par une question presque plus philosophique que tu poses dans une de tes dernières prises de parole. Je vais faire réagir Guillaume d'abord sur la phrase que tu as écrite. Dans l'un de ses posts, Quentin écrit « Nous souhaitons vivre dans un monde d'ouverture d'esprit, de rencontres, d'échanges, de curiosité, de découvertes, un anti-méta-monde en quelque sorte. » Qu'est-ce que tu aurais à répondre à ça ? Alors c'est dommage, j'étais d'accord avec Quentin sur tout jusqu'à cette phrase-là que j'ai lue hier soir, tu vois, donc je la connais. Non, mais je pense que, alors, de dire, est-ce que tout est tout rose, tout noir ou autre, il y a pas, enfin, chacun se fait son avis à une utilisation X ou Y des plateformes. Enfin, moi, j'ai aucune religion particulière là-dessus. Nous, notre rôle, c'est on a 3,7 milliards d'utilisateurs sur nos plateformes, 3 milliards sur Facebook, 2 milliards sur Instagram, 2 milliards sur WhatsApp. S'il y a des gens qui ne veulent plus utiliser une plateforme ou une autre, absolument fine. Notre rôle, c'est de mettre la meilleure expérience là-dedans. Le sujet, si on reprend, alors je ne sais plus, il y a 5 ou 6 adjectifs. Moi, je me retrouve quand même, notion de découverte. On l'a dit, nous, on est avant tout des plateformes de découverte. Les marques viennent sur ces plateformes pour faire découvrir leur marque, leur univers, leurs produits. Quand vous postez des contenus ou vous faites une stories, c'est également pour faire découvrir votre univers à un instant T, ce que vous avez envie de partager. Le partage également, on l'a dit, une communauté, 5 ou 10 000 par an qui partagent et qui échangent sur des groupes ou autres, c'est du partage. Les 2 milliards d'utilisateurs, les 150 milliards de messages qui sont envoyés chaque jour sur nos plateformes, dont WhatsApp, ce sont des échanges et des messages. Je pense que ton point était peut-être un peu plus lié à la vision de Meta et au renaming sur le métaverse. Mais aujourd'hui, sur Meta, nos plateformes, les plateformes sociales, enfin, moi, je me retrouve beaucoup dans les adjectifs que tu donnais avant. Après, le sujet du métaverse, il faudrait 1 heure de plus pour l'adresser. Mais c'est pour moi un autre sujet par rapport aux plateformes à l'heure actuelle. Mais je pense que le sujet de Quentin, et je vais te laisser réagir dessus, c'était certes, il y a ça, mais en mettant mon budget sur Meta, je finance cette vision du monde qui est celle du métaverse et qui est cette vision que tu rejettes. Ouais, clairement, c'est assez drôle déjà de s'entendre, de faire des citations comme ça. Je me suis dit non, j'avais dû bien la bosser celle-ci. Non, concrètement, c'est vrai que pour moi le décrochage, comme je disais en intro, il y avait 2 sujets, il y avait les performances et après il y avait la construction du monde de demain. Et c'est vrai que pour moi le décrochage réel, c'est le passage Facebook à Metaverse. Et là, clairement, alors peut-être que j'ai pris un coup de vieux, mais clairement, là je m'y retrouve absolument pas du tout. Et pour moi, c'est vraiment très abstrait par rapport aux défis qui sont les défis de demain. La réalité, c'est que je comprends pas. Je comprends pas, et donc investir autant dans une vision du monde à laquelle je crois pas du tout, c'est ça qui au fond de moi me fait dire j'ai besoin de cette plateforme d'un côté pour continuer de grandir. En même temps, je peux pas non plus me poser la question d'essayer de faire un peu différemment. Et c'est clair que cette vision du métaverse, moi, c'est pas du tout celle qui m'anime. Moi, à l'inverse, avec les mini-mondes, ce que j'ai envie, c'est que les gamins aillent jouer dehors, c'est que les gamins jouent entre eux, c'est de revenir à des choses super simples de la vie. Et donc, c'est clair que le métaverse, perso, j'ai décroché. J'ai même pas
trop creusé le sujet que déjà je me suis dit, oh là non, ça c'est pas pour moi. Donc bref, en tout cas, c'est ça qui a ouvert pour moi la réflexion. Après, effectivement, c'est un débat qui est sûrement plus long, mais je pense que le rôle aussi des marques, à un moment, c'est quand même de se questionner. Nous, sur le produit, on se questionne beaucoup. Sur les RH, on se questionne beaucoup. Et du coup, sur le marketing, maintenant, il y a des budgets importants. On finance ça, même si nous, c'est une toute petite échelle. Et qu'en réalité, même si demain, je dépense 30% de moins, je pense que ça change pas grand-chose à Meta. Mais en tout cas, ça ouvre une réflexion et ça ouvre peut-être la réflexion aussi d'autres marques. Et c'est ça que je trouve intéressant. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on puisse terminer cette conférence? Ne faites pas les timides. Si j'ai eu autant de questions, c'est que vous en avez obligatoirement. Allez, faites pas les timides. C'est dommage, hein. Vous ne les aurez pas tous les jours avec vous pour pouvoir poser vos questions, pour pouvoir... Guillaume ne répond qu'aux grands comptes de chez Carrefour et autres. Alors moi, je fais passer une question, parce que je suis la community manager de l'événement, qui est arrivée sur LinkedIn, de Emeric, qui demande, avec la même question d'amont, comment mesurer les performances réelles de Meta pour connaître précisément son impact sur les ventes. C'est ce que je disais, enfin, je ne peux pas y répondre là, vu que ça représente à peu près 50% du boulot de mes équipes toute l'année. Mais déjà, ça dépend beaucoup comment dire, si vous êtes monocanal sur Facebook, c'est assez simple parce que la quasi-majorité des ventes arrivent. Donc si vous mettez 100 euros aujourd'hui et qu'à la fin de la journée, vous voyez 1000 euros, et que vous savez qu'il y a peut-être 10% qui vient de votre SEO ou autre, vous savez que vous avez investi 100 euros, que vous allez générer 900 euros. Donc vous avez un ROI de 9. Alors ensuite, est-ce que c'est bien, pas bien ou autre par rapport à vos niveaux de marge, vos objectifs, etc. C'est une chose. Là où ça devient complexe, c'est lorsqu'on est vraiment multicanal d'acquisition. Quand on fait du search, quand on fait des réseaux sociaux, quand on fait du display à côté, et pour les grands annonceurs, quand on fait du offline, de la télé, de la radio, de l'affichage, du prospectus papier dans les boîtes aux lettres. Voilà. Donc là, on ne va pas rentrer là-dessus. Il y a les, outils qu'on appelle d'analytics, d'attribution, qui permettent de travailler très bien la partie online, mais qui sont complètement aveugles sur la partie offline. Il y a des outils de modélisation, ça s'appelle des MMM, c'est des marketing mix models, qui permettent de réconcilier un petit peu et avec derrière des modélisations économétriques, de dire mon affichage m'a rapporté tant, etc. Ça, c'est bien évidemment principalement pour des gros annonceurs, mais quelque chose qui marche assez bien. Et ça, c'est peut-être un conseil qui vaut pour tout le monde, c'est la bonne vieille logique de l'A/B testing et de se dire justement pour s'affranchir un petit peu de ces notions d'attribution. Est-ce que je dois prendre un truc au last click, au first click, un modèle un peu plus malin pour savoir que... c'est très simple, je vais faire des tests où je ne vais pas exposer... par exemple, j'ai une base client, moi j'ai 100 000 clients. Je vais la cibler sur Facebook. Il y en a 50 000 que je vais exposer pendant un mois et 50 000 que je ne vais pas exposer. Et à la fin du mois, je vais voir ce que mes 50 000 exposés auront fait en termes de vente et ce que mes 50 000 non exposés sur Facebook qu'auront pu être exposés à tous mes autres canaux. Ils auront pu faire un tour en van, ils auront pu recevoir le flyers dans la boîte aux lettres, ou entendre mon spot radio si j'en ai un, ou mon retargeting sur l'équipe ou Le Monde, mais ils n'auront rien vu sur Facebook et Instagram. Et donc ça c'est des logiques qu'on fait même à tout niveau d'investissement, même avec les plus gros annonceurs, c'est vraiment ces A/B testing. Donc à la fin, mon groupe d'exposés, il aura généré 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Mon groupe de non-exposés, tant mieux, il convertit aussi, même sans Facebook, mais en fait, il aura fait 900 000 euros. Et mon incrément de 100 000 euros, c'est vraiment ça la performance de mes réseaux sociaux. Et si j'ai investi 50 000 euros pour générer 100 000 euros, je vais me dire c'est peut-être un peu cher. Si j'ai investi 10 000 euros pour générer 100 000 euros, ROI de 1 pour 10. Et ça, encore une fois, c'est comme on dit, parfois c'est quoi le bon ROI ? Je dis, j'en sais rien, je te pose la question. C'est toi, tes objectifs. Est-ce que dans une phase d'hypercroissance, est-ce que tu cherches la rentabilité ? Est-ce que c'est sur du nouveau client ? Est-ce que c'est sur du client CRM ? Quel est ton niveau de marge, etc. Donc ensuite, c'est à chacun de définir ce qui est un bon. Mais cette notion d'incrémentalité, c'est assez important par rapport au modèle classique d'attribution qui, je le disais, sont souvent imparfaits parce que quand on fait du last click, par exemple, on s'affranchit de plein de leviers qui ne sont pas cliquables ou autres, quoi.
Et puis le meilleur A/B test à faire, c'est de couper 100% Facebook pendant un mois, de voir comment se comportent vos performances. Et logiquement, vous devriez rallumer très vite. Bon, voilà, ça se détend. Oui, j'avais une question par rapport à vos algorithmes. Là, quand vous dites que les algorithmes fonctionnent mieux que l'humain, donc j'imagine que quand vous vous adressez quand même à des entreprises qui déjà ont des gros volumes, en tout cas ça ne marche que quand il y a un certain volume de prospects ou une cible relativement importante. Et j'imagine aussi que pour que ça fonctionne, il faut que vos clients, les entreprises, vous donnent quelques éléments pour les faire fonctionner, ces algorithmes. Ou est-ce que c'est Facebook qui les invente tout seul? Alors, sur le premier point, oui, il y a quand même une certaine notion de volume, c'est-à-dire vraiment la petite boîte qui a pignon sur rue ici et qui vend justement des jouets en physique, ce que je disais tout à l'heure, d'aller faire une campagne qui cible toute la France avec plein de créas ou autres, etc. Non, eux, ils auront toujours intérêt à faire une campagne géolocalisée dans 3 km et à plutôt cibler les gens entre 20 et 40 ans parce que ça peut être eux les jeunes parents. À partir du moment, et même je ne sais pas si tu voudras élaborer là-dessus, mais les Mini-Mondes, qui est une boîte en forte croissance, mais qui reste encore à l'échelle des grosses boîtes, une petite boîte, dans leur stratégie d'acquisition et par rapport au niveau de budget qu'ils investissent sur Facebook. Et donc il y a beaucoup de DNVB ou de pure player e-commerce pour lesquels ça s'applique. Là, encore une fois, l'objectif aujourd'hui, par rapport à la qualité des algorithmes du machine learning ou autre, c'est vraiment de laisser faire l'algorithme dès qu'on parle de quelques centaines, milliers d'euros de chiffre d'affaires, d'investissement. Évidemment, quand on parle en centaines de milliers, millions ou milliards, ça s'applique de plus en plus. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, sur la partie comment dire, ce qu'on appelle nous les signaux, donc les données qui sont remontées pour comprendre la performance des publicités, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, aujourd'hui, la technologie qui existe pour le online, en tout cas, c'est une technologie de pixels. Donc il y a un pixel sur le site des Mini-Mondes, il y a un pixel Facebook qui renvoie des données anonymisées de conversion. Donc on sait que la personne ABC a effectué une conversion pour un abonnement à un magazine ou pour un train en bois tel jour en venant de chez Facebook, etc. Donc ça, oui, mais c'est de manière plus globale le fonctionnement de la publicité en ligne, quoi. Bonjour à tous, ça marche ? Bonjour à tous, donc je suis Caroline, je suis la fondatrice de Décider, une marque de chemises à col interchangeable. Et j'ai une question pour Quentin, parce que moi j'ai lancé ma marque il y a 2 mois, c'est super récent. Du coup, qu'est-ce que tu as fait au début ou à partir de quel moment tu as senti un point d'inflexion dans ta communication? Quels outils tu as utilisés? Tu as utilisé Meta tout de suite, j'imagine. Voilà, quels ont été vraiment tes éléments clés, tes facteurs clés de succès et au bout de combien de temps tu as senti ce point de c'est bon, je tiens un truc, on y va? Tu as 2 minutes. Très rapidement, et on pourra en reparler, mais au tout début, et je trouve que ce qui est génial dans le lancement d'aventure, on n'a pas si tôt utilisé Meta. Au début, on a vraiment utilisé un iPhone, des vidéos et on a utilisé Meta dans le sens réseau social, pas du tout plateforme publicitaire. En réalité, on a juste posté tiens, on veut faire des jouets, venez, suivez-nous dans l'usine. On prend notre iPhone, on montre une usine dans le fin fond du Finistère et on fait vivre comme ça l'aventure, vraiment de manière purement organique, vraiment en mode coulisses, authentique, de nous, jeunes entrepreneurs qui voulons révolutionner l'industrie du jouet. Très tôt aussi en amont, on a fédéré des parents, comme je disais, dans un mode co-création. Et du coup, déjà, on avait une sorte de mini-communauté avant même d'avoir créé la marque. Donc au début, je disais, les 6 premiers mois, on avait vraiment un marketing de la débrouille à 0 €. Et après, effectivement, rapidement, on est passé sur une approche méta plus régie publicitaire. Et là, en fait, ce qui a été notre méthode, c'était de commencer par des tout petits budgets, tout petits budgets, d'itérer, de commencer à voir ce qui fonctionne moins, et après de scaler de plus en plus les budgets. Après, la réalité de quand on a lancé nous, c'était il y a 3 ans. Je ne sais pas si les bonnes méthodes d'il y a 3 ans sont toujours les bonnes méthodes de maintenant. Mais en tout cas, au tout début, ce qui est sûr, c'est que mon conseil, les 6 premiers mois, on peut vraiment avoir un marketing qui est ultra authentique, un marketing de la débrouillardise et quasiment à 0 €, je pense. Mais je pense que c'est un vrai conseil pour toutes les marques qui se lancent. C'est que si de toute façon, il n'y a pas d'organique, s'il n'y a pas de traction naturelle, il n'y aura pas de traction payante.
C'est vraiment faux de se dire parce que je vais payer, je vais avoir des clients qui vont venir. C'est pas vrai. Si les gens sont pas capables, tu vois, tous les gens que toi tu connais n'achètent pas, si ton premier cercle n'achète pas, si le cercle de tes amis n'achète pas, c'est très mauvais signe et il y a peu de chances que la pub fonctionne vraiment. Tu vois. Donc là-dessus, je pense que c'est un conseil, encore une fois, de bon sens et tu aurais, j'imagine, pu donner le même. Servez-vous des outils qui sont à votre disposition. Aujourd'hui, sans faire de concurrence à Meta, il y a aussi d'autres plateformes qui permettent potentiellement d'aller vite, de faire beaucoup de vues. Il y a des boîtes, et on a une conférence dessus aujourd'hui sur TikTok, qui sont quasiment 100% sur TikTok et en organique et qui arrivent à générer beaucoup d'argent. Donc, il n'y a pas de bonne recette, mais je pense qu'il y a aussi pas mal de choses à tester avant de commencer à faire beaucoup de pubs. Je vous remercie, on a été trop bavards. Merci à tous les deux pour votre temps et puis pour votre énergie, c'était cool de vous entendre. Et à bientôt.